écoutez, je propose que nous commencions. Chers collègues, nous recevons aujourd'hui Monsieur Stéphane Dédéian, président du directoire de la Banque Postale, directeur général adjoint du groupe La Poste, accompagné de ses équipes. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Nous sommes attachés les uns et les autres à un certain nombre de sujets qui concernent les territoires et sur lesquels vous êtes, pour lesquels vous êtes un acteur important. Alors, je fais quelques rappels. Je rappelle que la Banque Postale est une banque publique filiale à 100% du groupe La Poste, dont elle a repris les services financiers, si je ne me trompe pas, depuis 2006. Elle a succédé, on a bien connu ça, aux anciens CCP, au centre de chèques postaux, qui gérait les comptes courants postaux, qui étaient anciennes. Alors, je ne sais pas en quelle année avaient été créés les CCP, mais ça doit être ancien. Et je pense autour de après-guerre ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, oui. Comme le rappelle cette référence au CCP, l'institution a été tournée vers les particuliers et connue pour les obligations qui lui étaient faites d'assurer un service bancaire de base à toute la population, un droit au compte et aux produits d'épargne. La loi du 20 mai 2005 sur la régulation des activités postales a confirmé cette orientation en vous confiant une mission de service public dans les domaines bancaires, financiers et d'assurance, et en vous faisant obligation, si je ne me trompe pas, de proposer des produits de service au plus grand nombre de citoyens. Puis il y a eu la loi de août 2008 de modernisation de l'économie qui vous a reconnu une mission d'accessibilité bancaire, qui fait partie des 4 grandes missions de service public, avec cette mission qu'on connaît bien, qui est celle d'aménagement du territoire, le transport et la distribution de la presse et le service universel postal, globalement pour le groupe, et pour vous-même l'accessibilité bancaire, qui est donc une des 4 grandes missions de service public qui est confiée au groupe La Poste. La création de la Banque Postale s'est accompagnée, je crois que c'est à partir des années 2010, d'une diversification des activités, d'une ouverture à d'autres acteurs, ce qui n'était pas le cas avant, comme les entreprises et les collectivités locales. Avant, vous étiez tourné vers les particuliers. Et donc, du coup, là, vous rencontrez l'intérêt des collectivités, des territoires et de notre délégation. Et j'ai repéré sur votre site Internet que vous étiez le premier prêteur bancaire des collectivités territoriales. Alors, je le savais, mais tout le monde c'est pas perçu comme ça par tous les élus. Vous êtes le premier prêteur bancaire des collectivités territoriales. Voilà, cette audition doit donc nous permettre d'aborder tout particulièrement votre mission de service public d'accessibilité bancaire et la présence de la Banque Postale dans les territoires. C'est des missions qui relèvent de 2 cadres distincts. Vous nous préciserez tout cela. Et par ailleurs, dans cette période où nos collectivités vont devoir porter des politiques d'investissement ambitieuses, alors c'est toujours le cas, mais là il y a des enjeux de société importants, notamment autour de la transition écologique. Vous pourrez nous donner des informations sur comment vous vous positionnez sur ces enjeux en accompagnant les collectivités sur ces enjeux qui sont vraiment des enjeux de société. Voilà, je ne vais pas être plus long. En tous les cas, merci encore de votre présence aujourd'hui. Merci à tous les collègues qui ont pu se libérer. C'est toujours un peu compliqué les jeudis matins. Et puis, sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, de votre invitation dans cette assemblée qui représente les territoires. Et c'est vrai que moi, depuis 4 ans et demi que je suis dans le groupe La Poste et président du directoire de la Banque Postale, depuis un peu moins de 2 ans et demi, j'ai pu mesurer à quel point la présence de la Banque Postale et sa capacité de financement local est au cœur vraiment de son ADN, de ses missions. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'assureur puis banquier, comme beaucoup de Français, je me rends compte à quel point les communes, les métropoles, les départements, les régions sont vraiment des acteurs centraux du lien social, du tissu économique, et à quel point ça constitue une colonne vertébrale de notre pays. Alors c'est vrai qu'en tant que filiale du groupe La Poste, la Banque Postale a un attachement j'ai envie de dire, historique, légitime au territoire. Et en fait,
moi je définis un peu les choses comme ça, c'est une banque qui accompagne chaque citoyen dans son chemin de vie, en finançant et en protégeant ses projets. Et puis aussi les collectivités locales, hein, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, dans leurs besoins de financement, la gestion de leurs flux financiers. Et aussi cette mission de service public, cette mission d'accessibilité bancaire, qui en fait la seule banque des exclus. Et ça, on va revenir dessus parce que c'est un point vraiment important et qui tient vraiment à cœur à tous les collaborateurs de la Banque Postale et du groupe La Poste plus généralement. Et au fond, le fait d'être cette banque des exclus, c'est aussi une contribution au lien social partout en France. Alors, je voudrais articuler mon propos en deux grandes parties, mon propos introductif, puis après, évidemment, je me mettrai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Quelques mots sur la mission d'accessibilité bancaire, et puis quelques mots sur la présence de la Banque Postale dans les territoires, que ce soit pour les personnes physiques, pour les associations, pour les entreprises, les PME, les TPE, les ETI, et aussi, évidemment, les collectivités locales, les hôpitaux publics, les bailleurs sociaux. Alors, je commence par la mission d'accessibilité bancaire, et en fait, c'est vraiment une question d'actualité parce que nous sommes en plein travail de renouvellement de cette mission d'accessibilité bancaire qui va arriver à échéance en 2026, et on va la renouveler pour 2027 et les années qui suivent. Et cette mission d'accessibilité bancaire, on l'exerce depuis 2009. Et si je devais la décrire, je dirais que c'est un dispositif de pré-bancarisation. Alors, ce mot, il est important parce qu'en fait, ça a vocation en fait, à être un état transitoire qui permet à des personnes qui sont loin de la maîtrise de leur budget, de leurs flux financiers, qui ne sont pas toujours acclimatées aux opérations digitales qui sont de plus en plus nombreuses dans les paiements, etc., on leur apprend finalement, par cette pré-bancarisation, on les accompagne pour qu'ils puissent se bancariser normalement dans le système. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment l'état le plus transitoire possible. Et notre mission, c'est une mission d'accompagnement. Et en fait, ce dispositif de pré-bancarisation, il est complémentaire des autres mécanismes d'inclusion bancaire. Et notamment, il ne faut pas le confondre avec le droit au compte ou un certain nombre de dispositifs dédiés aux clients fragiles sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez. En fait, c'est un dispositif qui est gratuit, universel et non discriminant. Et la meilleure preuve de la non-discrimination, c'est que dans les bureaux de poste, il n'y a pas de SAS. Et quand vous allez dans une agence bancaire, vous savez, ce fameux SAS. Et quand vous êtes une personne qui est loin du système financier, qui gère son budget à l'euro près, qui a besoin du contact avec les espèces pour bien maîtriser ses finances, entrer dans une agence avec un SAS, c'est extraordinairement intimidant et c'est la première barrière d'exclusion. Et nous, dans nos bureaux de poste, nous accueillons tout le monde, nous n'avons pas de SAS et nos équipes sont formées à la gestion de situations qui parfois peuvent être un peu difficiles. Alors en fait, ce dispositif, il permet un accès à des services élémentaires via le livret A. Alors pourquoi le livret A? Parce que c'est un produit simple, connu de tous, sans risque de découvert et surtout qui comporte dans son dispositif légal la notion d'universalité dans la loi même qu'il a instaurée. Et en fait, ça permet de faire des dépôts et des retraits à partir de 1,50 € en nombre illimité et gratuitement. Et ça permet de domicilier des opérations simples comme l'encaissement de prestations sociales ou le prélèvement de factures de services essentiels comme l'eau, le gaz, l'électricité. Voilà. Et puis, il y a une carte de retrait qui permet aussi d'accéder au dispositif automatique bancaire. En fait, si vous voulez, je crois que cette mission d'accessibilité bancaire, c'est vraiment le dernier filet d'inclusion pour des clients très divers. Alors, je peux vous donner quelques profils, mais en fait, il n'y a pas de profil type parce que c'est vraiment la façon d'être sûr qu'on embarque dans le système tout le monde. Mais je dirais que si je devais catégoriser certaines choses particulières, vous avez beaucoup de migrants, et j'y reviendrai. Et puis, vous avez aussi tout simplement des personnes qui ont pu à un moment être inclus dans le système bancaire et puis qui tout d'un coup ont un accident de vie. Et c'est pour ça que parfois, on a des personnes qui sont dans la mission d'accessibilité bancaire et qui ont un compte bancaire, mais c'est parce qu'en fait, ils ont été bien à un moment, puis ils ont eu un accident de vie, et ça peut arriver à tout le monde. Mais le dispositif permet vraiment d'embarquer, ne laisse personne de côté. Alors, en fait, nos équipes, on les forme pour être capables d'accompagner ces bénéficiaires dans la réalisation de leurs opérations, quelles que soient leurs difficultés.
Et ces difficultés, vous le comprenez, elles peuvent être de nature sociale, elles peuvent être de nature économique, elles peuvent être de nature linguistique, elles peuvent être de nature d'électronisme ou de manque d'acclimatation aux aspects numériques qui sont de plus en plus importants. Aujourd'hui, ce dispositif bénéficie à 1,2 million de personnes. Et si on prend les familles de ces personnes directement bénéficiaires, c'est 3 millions de personnes qui, grâce à ce dispositif, restent inclus dans le système financier et peuvent interagir financièrement avec l'ensemble des choses dont ils ont besoin pour mener leur vie tout simplement. Alors évidemment, ce dispositif, il s'appuie naturellement sur le réseau postal, dont vous connaissez la densité, l'homogénéité, les valeurs de confiance, de proximité, l'importance de l'implantation locale, du maillage territorial. Mais simplement ici, je fais une précision, c'est que nous n'avons pas d'obligation réglementaire de présence territoriale dans la mission d'accessibilité bancaire. En ceci, la mission d'accessibilité bancaire, elle est différente de la mission de service public d'aménagement du territoire qui, elle, définit les critères, je les rappellerai si vous le souhaitez, mais je ne rentre pas dans les détails, de présence avec les 17 000 points de contact. Et au fond, c'est la Banque Postale et la Poste qui, dans une convention et un système de fonctionnement qui est contractualisé, déterminent ensemble l'organisation, le maillage des moyens et des points de contact qui délivrent ces prestations d'accessibilité bancaire. Et en particulier, on peut citer nos 360 bureaux dédiés aux migrants, bureaux de poste dédiés aux migrants, et aussi nos 1250 bureaux qui comportent des prestations particulières dites de banque sociale. On les trouve essentiellement dans les zones périurbaines, les quartiers prioritaires de la ville, et puis aussi un certain nombre, évidemment, outre-mer, parce que nous n'oublions pas nos concitoyens d'outre-mer. Dans notre écosystème d'accompagnement, je dirais que vous trouvez des services de traduction, parce qu'évidemment, il faut pouvoir converser avec ces personnes et elles ne parlent pas toujours français, des services de conseil budgétaire, des services de lutte contre l'électronisme et de formation aux gestes numériques de base. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si aujourd'hui, nous avons 99% de personnes inclus dans le dispositif bancaire en France, c'est parce que la mission d'accessibilité bancaire permet d'atteindre ce chiffre qui est un record mondial. Et je crois qu'il faut que nous en soyons fiers. Et l'autre chiffre dont on est très fiers et qu'on surveille beaucoup à la Banque Postale, c'est le nombre de clients qui quittent durablement le statut de éligible à la mission d'accessibilité bancaire pour aller dans le régime standard de compte. Et c'est 56% des clients qui sortent durablement de la MAB dans nos derniers, chaque année, dans nos derniers calculs. Et il faut comprendre qu'au fond, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de solution de substitution, et c'est pour ça que c'est une mission de service public, c'est pour ça qu'elle est indispensable, c'est pour ça qu'il faut la protéger. Et pourquoi il n'y a pas d'autre solution? C'est parce que si vous regardez les alternatives, soit vous avez l'intimidation du SAS pour entrer en agence, soit vous pouvez avoir des prestations, par exemple chez les buralistes, mais elles ne sont pas gratuites. Le nombre de retraits gratuits est limité, et très très vite, ça se met à coûter 25 € par mois minimum, plus au bout d'un certain retrait, c'est facturé. Et donc ces personnes-là qui gèrent leur budget à l'euro près et ont besoin des espèces, au fond, ça pèse sur elles. Et je passe le fait que le livret A étant rémunéré, ça protège aussi le peu d'avoir de ces personnes contre l'inflation. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à souligner. Voilà pour cette partie sur la MAB. Et maintenant, je vais aborder la présence de la Banque Postale dans les territoires. Je sais que c'est important pour vous. Je sais que ce qui est important pour vous, c'est la possibilité pour la population d'accéder facilement à un conseil bancaire, d'accéder aux espèces, y compris d'ailleurs pour les associations, et puis aussi pour tout le secteur public local, les hôpitaux, les bailleurs sociaux, de pouvoir trouver des financements, parce que nous avons des transitions à financer, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales et qu'elles soient numériques, et tout ça nécessite des infrastructures, et donc il faut pouvoir les financer. Alors, je vais commencer par les personnes physiques, si vous le voulez bien, et par l'accès aux conseils et aux opérations bancaires. Donc vous le savez, on a à peu près 17 000 points de contact en France sur tout le territoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un peu plus de 6 500 bureaux de poste
dans lesquels on peut accéder au conseil bancaire. En 2024, c'est 3,8 millions de rendez-vous de conseil bancaire qui ont eu lieu. Nous avons ensuite un peu plus de 7100 agences postales communales dans lesquelles vous pouvez faire la consultation de vos avoirs et faire des retraits et dépôts d'espèces. Et puis ensuite, nous avons un peu plus de 3100 La Poste Relais dans lequel vous pouvez avoir du dépannage espèces à hauteur de 150 €, je crois. Et les autres, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais juste j'en cite deux autres. En moyenne, nous avons un conseiller pour 10 500 habitants. Et en moyenne, nous avons un conseiller pour 1500 clients. Hein. Voilà à peu près les grands ratios. Je pense que ces ratios nous mettent nous comparent favorablement par rapport à nos concurrents parce que nous maintenons un maillage important de conseillers et de bureaux. Et vous savez bien que dans la banque aujourd'hui, la réduction du nombre d'agences est plutôt une tendance de fond contre laquelle nous luttons évidemment de façon très, très importante. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que 90% de l'activité de conseil et des rendez-vous de conseil sont concentrés dans 1400 bureaux. Nous avons plus de 3350 bureaux qui font régulièrement du conseil, c'est-à-dire au moins un rendez-vous par semaine. Et c'est 4500 bureaux sur nos 6560 qui ont hébergé du conseil au moins une fois par an. Hein. Donc vous voyez qu'évidemment, il n'y a pas la même activité partout. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de faire évoluer le dispositif pour maintenir cette présence et cette proximité. Alors, qu'est-ce que nous faisons un peu nouveau, puisque là je suis très descriptif, pour soutenir les territoires ruraux? D'abord, nous avons 1700 facteurs guichetiers. Quel est l'avantage du dispositif de facteur guichetier? C'est que vous avez une personne qui, le matin, va distribuer le courrier et l'après-midi, va tenir un bureau dans lequel on va pouvoir faire venir les personnes pour faire des opérations bancaires. Donc ça, c'est évidemment un dispositif qui nous permet, vous voyez, d'optimiser nos moyens pour combiner le facteur qui va distribuer le courrier et l'après-midi qui est disponible pour faire des opérations bancaires. Nous en avons 1700 et ça nous permet de maintenir une présence des services financiers localement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a certains endroits où finalement, comme il y a de moins en moins de courriers, c'est surtout les activités bancaires qui tiennent le bureau. Et là, du coup, les gens ont besoin d'un peu plus que ce qu'on fait quand on est facteur guichetier. Mais là, le problème qu'on a, c'est que la personne étant majoritairement facteur et minoritairement guichetier, elle n'a pas toutes les habilitations et sa hiérarchie pour faire des opérations plus poussées. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a fait une expérimentation à 4 endroits pour avoir des guichetiers facteurs, c'est-à-dire qu'ils sont majoritairement guichetiers et leur hiérarchie, c'est la hiérarchie de la banque, ce qui fait que du coup, il y a des habilitations pour faire plus d'opérations. Et comme ça a été un succès, on va, d'ici l'été, passer de 4 guichetiers facteurs à 34. On va en ajouter 30 et ça va nous permettre de projeter les services financiers un peu plus loin dans les territoires, et y compris dans les territoires ruraux, enfin principalement. Et dans ces nouveaux dispositifs, on pourra faire des entrées en relation bancaire, de la montée en gamme de cartes bancaires ou de formules de compte, et puis aussi de la vente de produits d'assurance, parce que très souvent, l'assurance, c'est quand même une façon de protéger les familles, et c'est très important quand on n'a pas forcément une surface patrimoniale importante de pouvoir accéder à des produits de protection. C'est très important pour nous. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on a un certain nombre comme on a une France qui vieillit, on a des personnes qui, même si elles ont une certaine surface financière, ont plus de mal à se déplacer dans les bureaux de poste. Donc, on expérimente aussi la possibilité pour nos conseillers bancaires de sortir du bureau de poste et d'aller à domicile chez les personnes. Ça demande évidemment toute une organisation, mais on commence des tests sur le sujet parce qu'on pense que c'est un peu le sens de l'histoire avec le vieillissement de la population. Et puis l'autre chose, on développe aussi le rendez-vous par visioconférence. On en a fait quand même 450 000 en 2024 avec un taux de satisfaction très élevé. Mais ça, évidemment, on comprend bien que c'est valable essentiellement pour les personnes qui ont la capacité à le faire. Donc, mais quand on peut le faire, évidemment, il faut le faire. On a quand même 75% des Français qui se disent à l'aise avec le numérique. Donc il faut aussi les servir. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y en a 25% qui ont besoin d'être accompagnés. Et ça, la Poste le fait aussi. Donc voilà pour l'accès aux conseils et aux opérations bancaires. Je fais un zoom maintenant sur l'accès aux espèces. On sait à quel point l'accès aux espèces est important pour la vie locale, les marchés, etc., les populations fragiles. J'en ai parlé dans le cadre de la mission d'accessibilité bancaire.
Et même si, il faut le dire, hein, l'usage des espèces poursuit une tendance nettement baissière, vous voyez, entre 2022 et 2024, on a fait moins 19% d'opérations espèces. C'est la tendance du marché. C'est assez inéluctable au fur et à mesure que les services bancaires deviennent de plus en plus numériques. Et même si nous ne sommes pas soumis à des obligations d'implantation des distributeurs automatiques de billets, ce que nous cherchons à faire, c'est stabiliser au maximum notre parc de distributeurs automatiques de billets autour de 5500 dans plus de 2600 communes. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre part de marché des distributeurs automatiques est aux alentours de 13%, alors que notre part de marché du marché bancaire est plutôt autour de 5%. Donc je pense qu'on est parmi les banques qui maintiennent un dispositif de maillage des distributeurs automatiques le plus important. Et je sais qu'on porte une attention particulière à chaque fois qu'on sait qu'on est le dernier distributeur de la commune. On fait tout ce qu'on peut pour le maintenir. On ne peut pas toujours le faire parce que l'équation économique, un distributeur automatique, ça, en fait, il y a un coût très important de logistique des espèces et de cybersécurité parce que c'est un point d'entrée dans un réseau informatique qui peut venir. Donc on est obligé d'avoir... et c'est coûteux parce que les attaquants, les cyberattaquants sont toujours de plus en plus sophistiqués. Alors ensuite, en complément de ces distributeurs automatiques de billets, on a les services d'espèces au guichet, en bureau de poste, en la poste agence, dans les bureaux d'agence communale. Et puis, on peut aussi avoir du dépannage dans nos points relais. Et puis, avec le Crédit Agricole, on est en train de faire tout ce qu'on peut pour fédérer un certain nombre de banques pour pouvoir accéder chez les commerçants à des retraits d'espèces dans le fonds de caisse qu'ils ont pour avoir un dispositif qui soit le plus accessible possible à toutes les populations. Je vais passer maintenant aux associations. Et là, je ne vais pas avoir de langue de bois. Je sais que nous sommes meilleurs sur les grandes associations que sur les petites associations et qu'on a besoin de revenir sur les petites associations. Quand je parle des petites associations, c'est celles qui ont un budget de moins de 200 000 € et moins de 3 salariés. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Vous savez qu'il y a un gros travail à faire pour remettre les activités bancaires à la rentabilité à la suite de la hausse des taux qui a eu lieu et qui a mis à mal un peu l'équation économique de la Banque Postale. Et donc, nous avons bien identifié que sur les petites associations, nous avons à faire des efforts. Ça reste une priorité. On va y travailler dans le temps, concomitamment avec notre travail sur les professionnels. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce qui est prévu? Donc, aujourd'hui, pour les associations, on gère les flux, on gère quelques placements financiers. Ce sont de grandes consommatrices de remises de chèques, de remises d'espèces. Et donc, on va les accompagner vers des solutions de plus en plus fluides et sécurisées. Début 2026, on va permettre aux membres agréés de l'association de transformer leur smartphone en terminal de paiement, ce qui va permettre d'éviter les espèces et donc de faciliter quand même grandement les choses de façon mobile. Donc, ça va être un dispositif, je crois, assez pratique. Et puis, sur les dépôts et retraits, on regarde comment est-ce qu'on peut relever les plafonds pour permettre plus facilement pour les associations de proximité de remettre des espèces et d'en retirer. Concernant les personnes morales et le secteur public local, là nous avons 7 directions régionales, 45 centres d'affaires, 1100 collaborateurs dont 100 en région, dont 400 en région, pardon, et une équipe dédiée aux petites collectivités. Ça, c'était vraiment très important à mon arrivée. J'ai souhaité qu'on renforce ce dispositif. Et donc, pour les communes de moins de 5000 habitants, on a un accompagnement spécifique dans le montage de plans de financement pour certains projets, avec un parcours qui, si elles le souhaitent, peut commencer sur Internet en faisant des simulations, et ensuite on les rappelle, et on élabore avec elles des plans de financement de façon très pédagogique, en les accompagnant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, et encore en 2004, donc c'est pour la 10e année consécutive, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, nous sommes le premier prêteur des collectivités locales, des hôpitaux publics, et nous représentons 25% des financements au secteur public local. Et en tout, depuis la création, c'est 50 milliards de prêts à moyen et long terme que nous avons fait, et 30 milliards de prêts à court terme. Et vous voyez, c'est à peu près à l'intérieur de du chiffre de 50 milliards à moyen et long terme, vous avez 13 milliards qui couvrent les enjeux sociaux et environnementaux, l'accès à l'eau, les mobilités, l'installation de la fibre,
l'éducation, la santé. Et puis nous complétons ces financements par du conseil et de l'expertise. Nous avons un service qui s'appelle Subzen et qui permet de vous accompagner dans la recherche des subventions pour les différents projets. Et puis on a aussi une équipe d'études et de recherche qui fait l'analyse financière de la santé financière des collectivités locales. Et puis on a un comité d'orientation des finances publiques dans lequel il y a des experts, des élus locaux et qui nous permet en permanence d'observer le marché, de coller au mieux aux besoins des collectivités. Voilà, et si je vous donne quelques exemples, en 2024, on a eu 1800 projets financés pour 5,6 milliards, 16% sociaux, 17% environnementaux et 50% pour des communes de moins de 10 000 habitants. Et puis pour l'hôpital, c'est 1 milliard et 110 projets, ça c'est 100% social par définition. Et puis pour les bailleurs sociaux, 2 milliards, 214 opérations. C'est quand même 7 762 logements qui ont été protégés contre le réchauffement climatique et dont on a évité qu'ils soient des passoires thermiques et on les a améliorés du point de vue de leur rendement énergétique. Et puis 1141 nouveaux logements abordables. Et je termine avec quelques exemples de projets financés pour des petites villes. À Saint-Jory, dans la Haute-Garonne, un prêt social de 350 000 € pour l'extension de l'école maternelle du lac de Labou et la maison de culture. À Logny-les-Villages, dans l'Orne, un prêt social de 600 000 € pour l'aménagement du cabinet médical. Dans la communauté de communes de Lévézou à Parlou, dans l'Aveyron, un prêt social de 5 millions € pour le centre aquatique intercommunal. Pour la région de Montreux-Foyonne, un peu plus de 2 millions € pour la rénovation de la déchetterie. À Ambleteuse, dans le Pas-de-Calais, 3 millions pour les infrastructures sportives. Et puis en Guadeloupe, un prêt social de 6 millions pour la construction d'un collège. Et je vais terminer avec la commune d'Arpajon-sur-Cère, 500 000 € pour la viabilisation d'une parcelle sur la Cère. Et Aurillac, 3 millions €. Un emprunt non affecté, mais qui va servir à la rénovation des bâtiments scolaires, du travaux dans les gymnases, le théâtre, l'église et la modernisation de l'éclairage public. Je suis très concret, mais je crois que c'est important aussi qu'on mette des réalisations concrètes qui servent à nos concitoyens derrière tous ces chiffres. Voilà. Et j'en arrête là et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Un grand merci à vous, Monsieur le Président, pour cet exposé à la fois très clair et très concret sur vos différents domaines d'intervention. Je vais évidemment tout de suite passer la parole aux collègues qui ne manqueront pas de poser des questions ou de faire des observations. Moi, j'avais deux, trois points, mais je m'inscris dans les questions. Deux, trois points, peut-être deux, trois questions. Sur la question de l'accessibilité bancaire, donc tous les bureaux de poste ne la proposent pas, vous l'avez dit. Et du coup, les lieux sur lesquels vous offrez cette possibilité, l'accessibilité bancaire, est-ce qu'ils sont situés majoritairement en secteur urbain ou en secteur rural ? Et sur l'accessibilité bancaire, en nombre de bénéficiaires, est-ce qu'on est plutôt sur une stabilité ou au contraire une progression ou à l'inverse une diminution des personnes concernées ? Sur les prêts, alors vous avez pris des exemples bien choisi, intéressant. Mais globalement, quelle est la répartition entre... Vous avez dit pour les associations, on est plutôt sur les grandes associations et on a des progrès à faire sur les petites associations. Est-ce que pour les communes, c'est la même chose, pas en volume financier, parce qu'évidemment, les projets des grandes communes ou des grandes collectivités sont plus importants en volume financier, mais plutôt en nombre. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt sur les grandes collectivités ou sur les petites, et est-ce que vous avez des marches de progression là-dessus? Et puis, vous avez parlé de l'accompagnement pour les plus petites communes de moins de 3500 habitants, si je ne me trompe pas. En fait, le maire d'une petite commune, il veut faire un prêt. Comment il sait à qui il doit s'adresser pour solliciter la Poste sur un prêt? Parce qu'il a pas très loin de chez lui, au Bourg-Centre, le Crédit Agricole, ou la Caisse d'épargne, ou la Banque Populaire, enfin voilà. Mais du coup, il ne va pas aller à son bureau de poste du Bourg-Centre. À qui il s'adresse? Comment ça se passe? Voilà, j'avais juste quelques questions très concrètes et je passe la parole aux collègues, en commençant par Hervé Reynaud.
Monsieur le Président du Directoire, merci pour cette présentation et ce panorama sur l'ensemble des missions. Et je veux saluer effectivement le financement de la Banque Postale sur un certain nombre de projets locaux et par rapport à nos bailleurs sociaux. Pour ma part, je voulais insister sur la présence bancaire dans les territoires, au niveau des bureaux de poste, puisqu'il y a un contrat de présence postale territoriale qui est signé, qui est pluriannuel. Le prochain est en cours de finalisation, me semble-t-il, 2025-2028. Et je voudrais vraiment insister sur faire en sorte que la voix des maires soit mieux prise en compte, et notamment en rapport avec leurs travaux d'aménagement, avec un certain nombre de quartiers, de territoires qui évoluent au gré, effectivement, des investissements qui peuvent être injectés sur les territoires. On se rend compte quand même ces dernières années d'une fermeture quand même assez importante des bureaux de poste sur les territoires. J'ai lu dans la note qui nous a été fournie qu'il y avait une baisse de 25% en 10 ans des bureaux de poste. Alors en milieu rural, alors certes ils mutent en relais commerçants ou parfois en agence postale communale, mais pour l'avoir vécu en tant que maire, c'est pas tout à fait le même coup puisque la collectivité porte finalement un certain nombre de charges, bien que la Poste contribue et également. Et puis en milieu urbain aussi, dans un certain nombre de quartiers, on se retrouve beaucoup de points communs maintenant avec le milieu rural, avec des fermetures assez importantes. Et sur mon territoire, par exemple, sur la ville de Saint-Étienne, il y a eu de nombreuses fermetures du bureau de poste et les élus municipaux aujourd'hui sont fermement opposés aux fermetures de bureaux de poste sur des quartiers comme La Cotonne, Soleil ou Badouillère, qui sont soit des quartiers fragiles, soit des quartiers qui aujourd'hui sont à potentiel puisqu'il y a eu de nombreux projets d'aménagement urbain et des projets aujourd'hui qui retrouvent une nouvelle dynamique. Donc je voulais vraiment insister sur ce point pour que cette cartographie des bureaux de poste puisse être regardée avec attention et que le contrat de présence postale entende évidemment la voix des maires. Et puis vous en avez parlé également sur les guichets, les distributeurs de billets. Là aussi, sur un certain nombre de quartiers, parfois, il n'y a plus nécessité d'avoir des distributeurs de billets. Mais sur d'autres quartiers à fort potentiel, avec du pouvoir d'achat où il n'y avait pas de distributeur, pas de DAB, je pense que c'est important de revoir la copie et de dire qu'il est important d'en installer. En tant que maire, là aussi, on avait discuté avec un certain nombre de banques. Parfois, on nous dit, mais on peut partager les frais. Vous pouvez comprendre que dans le contexte actuel des collectivités locales, et ici au Sénat, au sein de la délégation, on est tous bien conscients que pour les élus locaux, ce n'est pas possible. Donc vraiment, on compte sur vous. Et je lance également cet appel, non seulement pour mon territoire, mais je pense pour l'ensemble des territoires des collègues, avec la finalisation de ce contrat de présence postale territoriale 2025-2028. Merci Hervé. Je prends deux autres questions, puis on fera une première série de réponses et ensuite on continuera. Alors il y a beaucoup de collègues inscrits. Corinne. Merci Monsieur le Président. Merci de votre présence pour avoir cet échange en toute simplicité, en toute franchise et comment on va dire, j'allais dire spontanéité, non, mais on risque de se répéter les uns et les autres. Parce que je m'associe pleinement aux propos que tu viens de tenir. Je voulais aussi, en vous interpellant, insister sur une situation dans nos territoires qui, je le dis ainsi, parce que nous le vivons ainsi. Je suis sénatrice du Calvados et ça fait plusieurs années que j'alerte, où je me permets d'être le relais des inquiétudes des élus locaux, mais aussi des habitants de nos territoires, qu'ils soient dans les villes, quartiers, ou en zone rurale ou en secteur périurbain. La difficulté, elle est que dans tous ces territoires, finalement, il y a des difficultés avec la fermeture des bureaux de poste, qui ne cesse d'intervenir année après année ou mois après mois, et à chaque réunion de la commission de présence postale, ou commission départementale de présence postale, on nous égrène, enfin je n'en suis pas, mais on a le retour, on nous égrène la liste des bureaux de poste qui ferment, qui sont remplacés par notamment des agences postales municipales ou par des relais postaux. On voit aussi que là, les élus, d'une certaine façon, je le dis ainsi, sont contraints d'accepter ou d'aller vers l'ouverture d'une agence postale communale, parce qu'ils savent bien que l'intérêt de leurs concitoyens et la préoccupation de leurs concitoyens, c'est d'avoir cette présence postale dans leur commune. Mais la seule possibilité pour eux, c'est effectivement
d'ouvrir cette agence communale, d'avoir ce partenariat avec la Poste, qui fait que, eh bien, ils doivent mettre des moyens, parce que c'est toujours ça, on en revient toujours à cela, ils doivent mettre des moyens pour que cette agence postale communale puisse prendre forme, des moyens en termes de locaux, mais des moyens humains aussi, parce que, évidemment, c'est bien souvent un agent municipal, un agent communal qui permet l'ouverture à la présence de cette poste, on va dire, ou de ce bureau de poste, qui est si cher à l'ensemble de nos concitoyens. On disait avant dans nos communes, c'est, excusez-moi, l'église, l'école et la poste. Aujourd'hui, force est de constater que ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas parce que, je vous dis, la solution, ça peut être une agence communale postale, ça peut être un relais commercial, à la condition qu'il y ait des commerces. Moi, j'ai en tête une petite commune dans mon département. Le maire s'est battu vraiment très fort. Il a même fait un peu d'opération communication pour sensibiliser, attirer sur les conséquences, attirer l'attention de tous sur les conséquences de la fermeture d'un bureau de poste. Vous parliez de l'évolution démographique et le vieillissement de la population. Quand dans une commune, vous avez des personnes âgées qui n'ont plus de bureau de poste, elles ne vont pas prendre leur voiture, elles ne peuvent plus conduire. Elles ne vont pas aller même qu'à 4, 5 ou 6 kilomètres. Il n'y a pas de bus. Donc, comment vous faites quand vous êtes en zone rurale pour ces personnes qui ont atteint un certain âge, qui sont moins autonomes que par le passé? En tout cas, ce maire a mobilisé, il n'a pas eu gain de cause. Et il me disait récemment, eh bien, je suis rassuré maintenant parce que dans le réaménagement de notre commune, du centre-bourg, il va y avoir des nouveaux commerces. Et l'un des commerces accepte d'être un relais commercial de la Poste. Mais il s'est écoulé plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Vous voyez ce maire qui est préoccupé et qui cherche toutes les solutions pour que la Poste puisse être encore présente dans nos territoires. Donc je voulais vous alerter à ce niveau. Parler évidemment de la présence des guichets automatiques. Vous l'avez dit, en pourcentage, on va dire, la banque postale est plus présente que d'autres banques. Sauf que dans bon nombre de nos communes, c'était le seul DAB, distributeur automatique, qui existait. Et quand là aussi, fermeture d'un bureau de poste, et puis très souvent la fermeture ou la disparition du guichet automatique. Donc j'en reviens à ce que je disais, les personnes âgées notamment, mais pas seulement. Vous savez, en zone rurale, il y a aussi la question de mobilité. Et quand on dit aussi à moins de 10 km, à moins de 15 km, ben parfois il faut pouvoir les parcourir. Dans les départements, c'est le mien en l'occurrence, il y a de gros efforts qui sont faits par les collectivités avec l'ouverture des maisons de services publics ou bien sûr dans lequel la Poste prend toute sa place, mais pas seulement. On n'est plus dans cette proximité bancaire ou d'accessibilité bancaire que vous évoquiez. Sans parler aussi de la question des associations. Alors je suis un peu longue, mais on nous a, vous le savez, dans les petites communes, on organise comment on appelle, une petite fête communale, on organise une kermesse, et puis voilà. Mais c'est pas des milliers d'habitants, c'est pas des transactions énormes, mais il faut avoir des espèces. Et les organisateurs, que ce soit les comités des fêtes ou les associations, que font-ils de ces espèces quand il n'y a plus de bureau de poste pour déposer ces gains, on va dire, du week-end? Voilà, ce sont des réflexions et des interpellations que je voulais à nouveau formuler auprès de la Poste, auprès de vous, monsieur le directeur. Je vous présente encore une fois, je vous remercie d'être présent, mais il faut bien avoir conscience que c'est un vrai sujet d'inquiétude pour beaucoup de nos concitoyens et qui participe aussi du sentiment d'abandon, même si dans la réalité, on peut leur dire « mais vous avez ci, vous avez ça ». Non, dans le quotidien, ils se disent « je suis loin de tout, on nous abandonne » et les conséquences que cela peut avoir. Donc vraiment, si vous pouvez être aussi l'un des relais de nos inquiétudes, parce que nous sommes l'écho ou la voix de nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Alors, merci Corinne pour ce vécu de terrain que tu fais
que tu fais remonter. Vous avez évoqué l'un et l'autre la question des financements. Bureau de poste, agence postale communale, c'est pas la même chose. Il y a aussi le champ des services offerts qui n'est pas tout à fait le même en agence postale communale et en bureau de poste. Alors, Patricia, Corinne a absorbé 9/10 de ton temps de parole. Oui, non, mais tu verras, je vais être coudre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Moi, j'habite un secteur qui est le secteur des 3 frontières où j'ai l'Allemagne et la Suisse. Et si je tiens à vous interpeller parce que c'est vrai, la Poste a plusieurs services, la banque, les paquets, le courrier, mais aussi service à la personne parce qu'il y a des nouvelles prestations. Nous, on a un problème, c'est le personnel qui est mal payé, mal géré, souvent parce qu'ils ne sont pas nombreux. Vous avez dit l'après-midi, ils sont à un bureau de poste et après, ils distribuent la poste. C'est beaucoup de temps de travail, c'est pas évident. Moi, ça fait des années que je dis on devrait pouvoir rémunérer mieux le personnel dans des secteurs très fragiles. On a la Suisse à côté où le SMIC, il y a 3 500 €. Donc, trouver du personnel qui travaille chez nous, beaucoup moins rémunéré, c'est hyper difficile. Mais on a besoin, donc, dans un secteur où il y a 80 000 habitants, ou parfois plus la journée, donc important. Concernant la banque postale, aujourd'hui, à un moment donné, on est tous candidats à une élection et souvent les prêts pour une campagne aujourd'hui est de plus en plus difficile, que ce soit pour les communes, parce que parfois les communes à 3 500 habitants commencent déjà à faire aussi des prêts de campagne. Et aujourd'hui, les banques n'aiment pas trop prêter pour les campagnes, quelles que soient. Donc, mon interrogation, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou est-ce qu'on vous a déjà interpellé sur ce sujet-là? Voilà, j'étais courte. Merci Patricia. Je vous propose de répondre à ces quelques premières questions et puis ensuite on passera à la seconde série. Sur la question de l'accessibilité bancaire, est-ce que les lieux sont situés majoritairement dans les secteurs urbains ou ruraux? Est-ce que c'est en stabilisation ou en diminution? La mission d'accessibilité bancaire, elle se concentre aux endroits où il y a plus de personnes. J'ai parlé des migrants, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt à l'endroit où il y a des concentrations de migrants et puis dans la périphérie des grandes villes et les quartiers prioritaires de la ville. Hein. Ça, il faut être clair. Mais je dirais que ça ne nous empêche pas de l'exercer en milieu rural parce qu'on détecte peut-être plus facilement des situations qui sont moins nombreuses. Et donc là, je dirais que l'intelligence de situation des postières et des postiers permet généralement de trouver une solution. Sur la stabilisation ou la diminution, en fait, si vous voulez, la mission d'accessibilité bancaire, le critère, c'est l'ultra-recours aux espèces. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui gèrent à l'euro près. Et pour être sûr de ce qu'elles ont, elles prennent tout en espèces. Elles font des enveloppes par type de dépenses. Et donc, c'est l'hyper-accès aux espèces qui définit la mission d'accessibilité bancaire. Et comme il y a de moins en moins d'espèces, les gens sont obligés de s'adapter à des choses plus numériques. Et donc, dans l'ensemble, on a plutôt une stabilisation, voire une légère diminution du nombre de personnes éligibles à la mission d'accessibilité bancaire. Est-ce que le sujet des prêts aux petites communes, c'est la même chose que pour les associations? Là, je dirais non. Hein. 50% des prêts sont octroyés à des communes de moins de 10 000 habitants. C'est 400 millions d'euros en 2024 pour 1000 communes financées. Je dirais que vraiment la philosophie des équipes de la Banque Postale sur le sujet, c'est qu'il n'y a pas de petits ou de grands projets. Il n'y a que des projets qui vous sont utiles et on se met en quatre pour le faire. Et vous posez une très bonne question, c'est comment est-ce que les petites communes savent-ils qu'elles peuvent s'adresser à la Banque Postale? Alors là, on a quand même beaucoup de partenariats avec toutes les associations de maires. Et c'est généralement dans les congrès, on a un stand, le bouche à oreille fonctionne. Donc je crois qu'on est assez bien identifié. Et puis notre parcours digital permet, je crois, d'avoir, je dirais, une facilité d'entrer en relation avec nous. Mais vraiment, on a renforcé ce dispositif. On a vraiment une équipe dédiée aux petites communes pour faire cet accompagnement et souvent un peu de pédagogie sur ces sujets-là. Alors, à partir de maintenant, et je vais évidemment
m'efforcer de répondre du mieux que je peux à toutes vos questions, mais j'ai envie de dire que vos questions ne s'adressent plus au patron de la Banque Postale, mais plutôt au directeur général adjoint du groupe qui est au COMEX de la Poste et qui, évidemment, discute et est au courant de tous les sujets, mais sans en être directement à la manœuvre opérationnellement. Alors, sur la présence bancaire dans les territoires, bon, évidemment, j'entends ce que vous dites, hein, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je l'entends, parce que vous savez, notre président Philippe Val fait des petits déjeuners parlementaires tous les mois. Moi-même, je suis présent à toutes les rencontres avec les associations d'élus locaux. Évidemment, je n'ignore pas toutes les difficultés que vous citez. Et évidemment que nous, en tant que Poste ayant la charge d'une mission d'aménagement du territoire, ben, comme vous, on est triste de voir ces flux qui diminuent dans les bureaux. Et la seule chose, c'est que si vous voulez, nous, on a, en tant qu'entreprise, on a une équation économique. Et je rappelle que en 2023, le coût de la mission de service public aménagement du territoire, c'était 320 millions d'euros et qu'on a eu 174 millions d'euros de compensation. Donc, on fait tout ce qu'on peut, y compris en déployant des services annexes qui procurent des revenus pour maintenir la présence maximale possible. Mais il y a un moment où une entreprise, elle se doit de bien gérer son bilan, son compte d'exploitation, et donc on ne peut pas faire autant qu'on voudrait. Et en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore et toujours moins de courriers, et ce moins de courriers fait que la Poste perd un peu ce qui fait la colonne vertébrale de son équilibre économique, et que pendant ce temps-là, vous exprimez un besoin, mais c'est un bonheur pour nous de savoir que vous avez envie de plus de postes. Vous voyez ce que je veux dire? La seule chose, c'est que vous demandez plus de postes d'un côté, il y a moins de courriers de l'autre, le déficit des missions de service public se creuse, et donc pour nous, c'est très difficile de maintenir l'équation économique. Alors évidemment, on déploie des services financiers, de l'assurance, du colis, pour faire de la compensation, mais toutes ces activités sont extraordinairement concurrentielles. Et donc, ne serait-ce que pour rester performant dans ces activités, on ne peut pas avoir non plus un surprofit qui compense tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans une équation, et finalement, quand on est dans ces situations où, au fond, chacun a envie de la même chose, mais chacun a des contraintes qui font que ce n'est pas forcément spontané de réconcilier toutes les tensions, je crois que le mieux, c'est le dialogue. Et je crois que là, pour le coup, à chaque fois, on est dans le dialogue. On a une association des élus à toutes les décisions, et notamment des droits de veto des maires dans plus de 80% des cas sur les points de contact, et dans le milieu rural, c'est même jusqu'à 99%. Ensuite, parfois, la volonté de conserver le dernier commerce fait que ce n'est pas forcément évident de trouver la bonne logique avec la poste relais. Enfin, vous voyez, donc à chaque fois, c'est des situations particulières. Donc je crois qu'un des sujets qu'on doit se poser, nous, à la Poste, et on y réfléchit beaucoup, et on commence déjà à faire un certain nombre de choses, c'est d'abord comment est-ce qu'on maximise notre capacité de dialogue avec vous pour que, plutôt que de partir du haut, on part le plus possible des besoins de chaque territoire et on trouve les solutions. Et puis je crois qu'un des leviers qu'on commence à utiliser, c'est comment est-ce qu'on combine mieux l'aller vers et l'accueil. Vous voyez, notamment dans l'Orne, c'est pas loin du Calvados, il y a ce fameux camion là, on a fait l'expérimentation, on va la renouveler. Je crois que c'est typiquement des nouvelles façons de projeter les moyens de la Poste en essayant de s'adapter à une situation qui s'impose à nous tous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, j'entends parfaitement ce que vous dites. Je peux vous dire que pour être tous les lundis au COMEX de la Poste, c'est des sujets qui nous préoccupent énormément. Et franchement, on fait tout ce qu'on peut pour maintenir la plus grande présence possible. On met en jeu notre inventivité, la combinaison de... Vous voyez, je vous parlais du conseiller bancaire qui va aller visiter les vieilles personnes plutôt que d'attendre qu'elles viennent au bureau de poste. Donc, je crois qu'on fait tout ce qu'on peut pour s'adapter. Malheureusement, il y a un jeu de contraintes qui fait qu'elles ne sont pas facilement réconciliables. Et je crois que c'est dans le dialogue qu'on trouve le plus possible les solutions. Alors, peut-être l'autre chose aussi que je peux ajouter, c'est que vous voyez, on a un certain nombre d'endroits où on fait des synergies d'implantation avec les maisons France Service. Je crois qu'il y a 1200 endroits où on pourrait peut-être pousser un peu plus loin la réflexion pour mutualiser les flux, hein.
On a aussi des places des services où on essaye de regrouper à un même endroit des associations. Enfin, je crois que chaque fois qu'on fait ça, ça marche plutôt pas mal. Et puis je crois qu'il y a aussi la possibilité de projeter les facteurs dans la détection de fragilité. Ça permet aussi peut-être de repérer quelles sont les situations les plus fragiles et de trouver une façon d'agir sans obliger la personne à se déplacer. Enfin, je crois qu'il y a des choses à inventer pour l'avenir dans le dialogue. Vous citez les associations, les fêtes communales, le sujet des espèces. Là, je pense que déjà, si on arrive à transformer n'importe quel téléphone mobile en un terminal de paiement, on va quand même apporter beaucoup de fluidité dans le système. Et puis après, il y a toujours la possibilité d'envoyer, par exemple, ces chèques par la poste pour qu'ils soient encaissés. On essaye de développer toutes les facilités possibles pour être les plus à votre service. Sur les frontaliers, on a, comme toutes les entreprises, des difficultés. C'est sûr que, si vous voulez, je crois que toutes les entreprises qui sont dans des zones frontalières, elles savent bien que c'est très compliqué de trouver les solutions. Donc malheureusement, là, j'ai pas de baguette magique. Et effectivement, c'est l'endroit où on a parfois du mal à recruter des facteurs. Sinon, pour le reste, dans le reste du pays, on y arrive très bien. Et puis sur le sujet des prêts pour les campagnes électorales, etc., oui, nous avons été saisis de ce sujet. Alors nous, on le fait, on ouvre des comptes de campagne. D'ailleurs, on a généralement, quand on fait ça, on a un dispositif un peu coup de poing, si je puis dire, avec une équipe qu'on mobilise. On essaye de répondre dans les 48 heures. Je crois que la dernière fois qu'on l'a fait, on a été parfaitement dans les temps, dans 98,5% des cas. Généralement, dans ce genre de cas, je me fais moi-même envoyer un mail tous les jours pour bien vérifier que les indicateurs de qualité de service sont là. Le sujet du financement des campagnes, je pense que c'est un sujet un peu plus global, qui a été parfois présenté sous l'angle de la Banque de la démocratie. Donc il y a des réflexions en cours. Je pense que, alors là, si vous voulez, je reprends ma casquette d'assureur. Il y a un dispositif qui existe dans l'assurance pour les personnes qui ont du mal à s'assurer en assurance automobile. Et ça s'appelle le bureau central de tarification. Et donc la personne qui n'arrive pas à trouver une assurance automobile, elle s'adresse à ce bureau central de tarification. À ce moment-là, sa demande est examinée. Et si on considère qu'elle a effectivement des difficultés à s'assurer et qu'il y a bien une carence de marché, alors à ce moment-là, il y a un tourniquet. Et c'est chaque compagnie d'assurance à son tour qui doit prendre en charge la personne sans poser de questions. Je pense que c'est un dispositif qui fait vraiment ses preuves dans l'assurance, dont on pourrait s'inspirer pour régler le sujet dont vous parlez. Mais j'exprime là un avis personnel. Je ne prétends pas avoir la vérité ni décider à la place de ceux qui y sont en train d'y réfléchir. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première salve de questions, Monsieur le Président. Mais merci beaucoup encore une fois pour ces réponses très complètes et très précises. Donc, 4 intervenants, Pierre-Jean, Pascal, Gérard, Anne-Sophie, dans l'ordre. Merde, il faut qu'il chauffe, pardon. Monsieur le Président, 2 questions. La première, avec votre casquette de banquier, sur les agences postales, beaucoup de choses ont été dites, mais quel bilan en tirez-vous aujourd'hui ? On sait que tout n'est pas parfait sur les agences postales, notamment d'un point de vue financier, c'est-à-dire que les communes portent une charge du fonctionnement. Mais quel bilan en tirez-vous ? Comment les imaginez-vous dans les années à venir et comment voulez-vous les développer ou pas ? Mais en savoir plus là-dessus parce que c'est un vrai service pour les petites communes très rurales qui finalement fonctionnent plutôt bien, même si, comme je vous le disais en préalable, ce n'est pas parfait. Et deuxième question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, avec votre casquette de facteur, ça va si bien en plus, la casquette et le facteur ensemble. Question plus générale sur la Poste. Nous allons attaquer un débat au Sénat sur la fast fashion. Vous ne pourrez pas répondre à ma question, donc je vais me la poser à moi-même. Si je devais demain réduire les colis de petits poids, parce que ce sont ceux qui finalement contribue à tuer le commerce local, comment pourrais-je m'y prendre ? Je ne vous oblige pas à y répondre, parce que ce serait vous demander de vous tirer une balle dans le pied. Mais une réponse serait appréciée. Faites comme vous voulez. Merci. Pascal.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai pas entendu dans vos propos, mais peut-être que ça m'a échappé, le problème des handicapés. Alors peut-être que vous l'assimilez aux personnes vieillissantes, mais c'est encore un autre sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas le laisser de côté, surtout cette année 2025. Voilà. Et après, bon, je trouve quand on vous écoute, tout va très bien et c'est merveilleux. Mais sur nos territoires, c'est pas forcément facile. Parce que même quand on a un bureau de poste, ce sont les heures d'ouverture, finalement, qui se réduisent à peau de chagrin. Et quand on appelle le bureau principal, là, on nous dit ah ben on n'a pas le dossier, on ne sait pas, et donc on ne répond pas. Et ce sont des personnes qui sont souvent assez en difficulté administrative qui, moi, sont venues vers moi. Alors, vous êtes beaucoup concurrencé aussi sur le colis. Voilà. Mais c'est pareil, là, sur le colis, c'est toujours plus facile, finalement, de mettre sa livraison dans un relais de commerce, parce que sinon, le colis, en fait, si vous n'êtes pas présent, après, il faut vous rendre dans souvent une zone industrielle, enfin, à l'extérieur de la ville, et quand on est en ruralité, c'est encore pire. Et donc, je pense que, parce que moi, j'entends, vous avez parlé du compte de résultats, donc ça, j'entends. Mais en revanche, voilà, il faut peut-être faire des efforts aussi de ce côté. Et ce qui est important aussi, c'est le facteur. Alors, vous dites qu'effectivement, il y a une baisse sur le courrier, mais c'est souvent, des fois, le dernier contact que les personnes qui sont à domicile peuvent encore avoir. Donc, vous avez parlé du facteur qui peut remonter des fragilités. Il y a celle-là. Et je me souviens en un temps lointain où moi j'ai connu un facteur qui s'est fait licencier parce que justement il passait trop de temps auprès des personnes. Moi j'étais dans un village et c'est vrai que le facteur était adorable, qui ramenait même les courses des fois des personnes. Il s'était fait taper sur les doigts. Et aujourd'hui, finalement, on sent que c'est un service quand même que vous voulez rendre pour pouvoir exister. Donc, est-ce que ça existe? Comment ça se met en place dans les territoires? Parce que c'est aussi essentiel. Je vous remercie. Merci Pascal. Gérard, Monsieur le Vice-président. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président du Directoire, merci d'avoir rappelé l'attachement historique de votre groupe aux collectivités locales. Merci d'avoir rappelé aussi que vous êtes la banque des exclus, ce qui, je dirais, porte une valeur commerciale qui n'est pas forcément commune dans nos sociétés. Et je considère aussi de mon côté que cette exceptionnalité doit constituer finalement un élément du rayonnement de votre excellence. Certes, c'est un obstacle, mais cette exceptionnalité est finalement un atout. Et je me permets de le dire parce que j'aimerais que ces choses-là soient mises en perspective. Je viens de Bretagne et je veux me montrer le digne héritier culturellement d'un certain Gley-Bizouin, qui fut élu député en 1831, fils d'un riche négociant en toile. Il s'est beaucoup illustré sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Et il a préfiguré quelque chose qui est entré dans la réalité postale en 1848. Ça s'appelle le timbre-poste. Ce n'est pas lui qui a inventé le timbre-poste, mais le principe consistant à acheminer un pli de n'importe quel point du territoire à n'importe quel autre point du territoire pour le même prix, il en est un peu le père. Et il a fait bien d'autres choses. Voilà, je vous invite d'ailleurs à vous inspirer d'Alexandre Gley-Bizouin. D'ailleurs, pour ceux d'entre nous que ça intéresse, j'ai pris avec moi le timbre qui fut édité à son effigie. Et le générique de la présentation, c'est « Reconnaître l'engagement personnel et la puissance de l'action publique ». Donc c'est
C'est assez significatif. Donc je me permets de le dire parce que ça peut paraître ringard et à mes yeux, ça ne l'est pas du tout. D'ailleurs, ce qu'avait porté Alexandre Glébizouin en son temps est devenu un principe constitutionnel aujourd'hui, le principe de l'égalité d'accès aux services publics. Donc, je me permets de le rappeler. Alors, vous avez rappelé également que, Banque Postale, vous n'avez pas d'obligation en matière d'aménagement du territoire. Et en même temps, le concept d'aménagement du territoire n'est pas sans effet sur le rayonnement général de la Poste, y compris sur la Banque Postale. Nous avons donc un petit problème. Acceptons l'augure d'examiner le problème. C'est qu'on parle plus de la Poste que de la Banque Postale. Et par conséquent, l'image de la Poste pèse sur le rayonnement de la Banque Postale elle-même. C'est ce que les collègues ont rappelé, je ne vais pas y revenir. Mais nous avons quand même à surmonter ce problème de communication qui peut-être n'est pas qu'un problème de communication. C'est un petit défi qu'on a à relever. Par conséquent, je ne vois pas comment on peut, nourrir une ambition de rayonnement sans tenir compte de ce que les collectivités demandent. Ma collègue disait tout à l'heure, et je partage, l'école, la poste et l'église sont consubstantielles de ce qui fait le bourg et le territoire. Malheureusement, je crains aujourd'hui qu'il ne reste plus que l'église. Et encore. Mais il reste quand même... Bon, pardon de le dire et de faire un peu d'humour, ça n'enlève rien au côté sérieux de mon questionnement. Il me semble, en tout cas de mon côté, je pense que je partage l'idée selon laquelle il n'y a pas de débouché en dehors du champ de compétences que constituent vos métiers. Ce n'est pas en cherchant à faire autre chose qu'on trouvera la solution. Je le dis parce que la tentation est grande aujourd'hui de voir des métiers se transformer. On ne sait pas distribuer une lettre, mais on va aller faire autre chose. Voilà, loin de moi l'idée de critiquer les missions annexes derrière lesquelles on essaie de s'abriter, mais je pense qu'il ne faut pas déroger à la raison d'être centrale de votre existence, finalement. C'est un atout et donc je ne peux que de mon côté vous encourager à relever le défi, finalement, d'être la banque et des territoires, des exclus et de tout le monde, finalement. Voilà. Merci Gérard pour ce plaidoyer. Plus que cette question. Merci beaucoup. Oui. Anne-Sophie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais être assez rapide. Tout d'abord, vous remercier de l'implication de la Banque Postale sur le financement des collectivités, à l'heure où, par exemple, dans mon département, certaines grandes enseignes nationales bancaires se désengagent totalement du financement, aussi bien que ce soit en trésorerie qu'en prêt long, moyen terme. Votre présence est importante parce qu'elle donne aussi un petit peu de concurrence et ça fait du bien à l'ensemble de nos communes. La deuxième chose, c'est voilà, on observe de plus en plus de mutualisation avec les maisons France Service et globalement l'ensemble de nos collectivités. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui pourra être dupliqué? En Bretagne, j'ai assisté il y a quelques semaines au lancement d'une nouvelle expérimentation avec la vente de tickets de transport, tickets SNCF, etc., au sein d'une maison France Service, agence postale, et effectuée par un agent postal. Donc je trouve que c'est intéressant et je me demande si ça a vocation à être dupliqué. Et la question qui sort peut-être du champ et qui va vous paraître un peu décalée, c'est est-ce que vous avez tiré des leçons de la crise du Covid et de l'accessibilité de vos différentes agences pendant cette crise-là? On en a été un petit peu effarés dans nos communes
pendant la crise, puisque vous étiez totalement absent, fermé, alors que nous, on était là. Voilà, juste savoir s'il y a eu des leçons de tirer. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, à vous de répondre à ces différentes questions ou plaidoyer. Avec plaisir. Alors, sur le bilan qu'on peut tirer des agences postales communales, écoutez, je crois qu'on en tire un bilan assez positif. Je pense que c'est une modalité qui est quand même bien meilleure qu'un point relais, qu'un simple point relais, et qui est une co-construction entre les élus et la Poste. Alors certes, ça demande des efforts de part et d'autre, vous l'avez souligné et je le reconnais, mais si on prend le point de vue du service que ça apporte à nos concitoyens quand, je dirais, l'équation économique n'est pas réunie pour maintenir un bureau de poste, c'est quand même un niveau de service qui est meilleur que ce qu'on peut trouver juste dans un point relais, et c'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Donc moi, personnellement, j'en tire plutôt un bilan positif. On peut sûrement améliorer, on a les instances de dialogue pour ça. Souvent, ça va dépendre du cas particulier à chaque endroit parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est dans ce dialogue qu'on doit pouvoir continuer à faire vivre et évoluer le dispositif. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et ça me permet de répondre à une chose qui a été citée par plusieurs d'entre vous. Je crois que si on prend le point de vue de l'utilité pour nos concitoyens, il faut qu'on continue à faire des synergies avec les maisons France Service. Chaque fois qu'on peut mutualiser les flux en ayant des implantations proches, chaque fois que le bureau de poste peut être l'endroit où on prend un rendez-vous dans une maison France Service pour ne pas faire la queue inutilement, enfin, chaque fois qu'on fait ça, on est plus utile ensemble à nos concitoyens, et je pense qu'il faut qu'on le maximise. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Alors, sur ce sujet des colis de petits pois, je n'ai pas du tout l'intention de botter en touche, puisque vous avez dit que vous apprécieriez le fait que je fasse une réponse. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit clair. On a une attitude, comment dire, forcément un peu ambiguë envers les flux chinois. C'est-à-dire que d'un côté, ce sont des clients très importants pour nous. Vous voyez, on est passé de 5% de nos colis par les flux chinois à plus de 20% en quelques années. Et donc, si on ignore ces clients-là, c'est toute l'équation économique du colis et donc de la Poste qui marche. Donc, vous voyez, on doit servir un marché. Bon. La seule chose, c'est qu'on apporte de la valeur à ces flux chinois puisque nous avons une logistique décarbonée. Et donc, si vous voulez, on est quand même une façon pour eux de distribuer leurs colis qui fait bien moins mal à la planète que peut-être d'autres acteurs. Et puis par ailleurs, je dirais, si je regarde à plus long terme, je crois que les décisions qui sont en cours de réflexion ou qui sont déjà prises pour quelque part mettre une taxe sur les petits colis, même si pour nous elle va peut-être ralentir un peu une équation économique, à long terme, je pense que c'est bien aussi que ces opérateurs comprennent qu'il y a quand même, je dirais, des règles à respecter et des qualités de produits, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas toujours aux normes dans les produits qui sont distribués, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on trouve cet équilibre, et nous, on est prêt à accepter peut-être un peu moins d'activité, mais tout en sachant que ce sont quand même des clients qui sont indispensables au maintien de l'équilibre économique et donc à la fin de la présence postale. Hein. Voilà, donc on est dans cette ambiguïté, cette tension, cette contradiction, comme souvent dans les univers complexes dans lesquels on évolue. Et donc, vous voyez, je ne botte pas en touche et je vous donne mon avis. Alors ensuite, sur le sujet des handicapés. Alors d'abord, je tiens à préciser que tous nos distributeurs automatiques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'est un point d'honneur pour nous, de même que tous nos bureaux de poste. Et vous voyez, on a eu à regarder des cas particuliers, notamment, je pense à une commune qui s'appelle Rosières-les-Salines, dans lesquelles il y a 500 majeurs protégés. Et donc là, typiquement, on a vraiment maintenu le bureau de poste pour être sûr que ces personnes-là, via leur tuteur, pouvaient avoir accès à toutes les opérations bancaires, bien qu'il n'y avait pas de justification à maintenir ce bureau. Vous voyez, donc vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à chaque fois qu'on est confronté à une situation particulière, on essaye d'avoir l'intelligence de la situation en cherchant un maximum d'adaptation possible.
Alors, sur les heures d'ouverture, en fait, si vous voulez, c'est... Comment dire? Quand vous avez plus que 3 visites par jour dans un bureau, vous ne pouvez pas maintenir le coût fixe. Alors, du coup, vous adaptez les horaires, mais après, évidemment, vous nous dites, mais c'est parce que vous adaptez les horaires qu'il n'y a plus de flux. Où est la poule, où est l'œuf? Bon, je crois qu'à chaque fois, on essaye de regarder ensemble la situation, de trouver les meilleures solutions. Vous voyez, par exemple, quand on a plusieurs bureaux dont on adapte les horaires, on s'efforce toujours, lorsque ces bureaux sont, vous voyez, accessibles, servent de point de contact à un même endroit, d'essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas tous ouverts et fermés au même moment, et que d'une certaine manière, on ait une plage horaire. Je vous en prie, Madame la Sénatrice. Pardon, Monsieur le Président. C'est juste, moi, ma question, elle n'est pas celle-là. D'accord. C'est qu'en fait, ça, je comprends bien, effectivement. Mais en revanche, quand justement le bureau est fermé, mais qu'on a besoin d'avoir un renseignement et qu'on appelle le bureau central, finalement, c'est le manque d'informations. À l'heure du numérique, c'est ça, c'est que tout le monde puisse répondre, en fait. Parce que moi, je comprends bien, et ce sera d'ailleurs, alors c'est peut-être une formation à avoir chez vous, mais compte tenu des difficultés que vous pouvez avoir et qu'on comprend bien, c'est finalement de le résoudre en ayant des gens qui soient polyvalents partout. Voilà. Madame la sénatrice, là, vous touchez un point de progrès, je pense. C'est que, historiquement, la Poste est très territorialisée, avec peut-être des compartiments un peu forts entre les secteurs, les territoires, les régions, etc. Et je pense qu'on doit, excusez-moi, j'ai employé un terme un peu barbare, mais je crois est rentré dans le vocabulaire commun, on doit passer à un réseau beaucoup plus omnicanal. Et vous le citez, à l'heure du numérique. Et donc, cette interconnexion entre les bureaux, cette capacité finalement qu'ont les entreprises aujourd'hui à traiter le client en se passant le relais et en masquant la complexité pour que ce soit fluide pour le client, je crois que ça, on a des progrès à faire. Et c'est sans doute un de nos axes de progrès les plus importants pour la suite de l'histoire de notre maison. Et vous touchez un point avec lequel je ne peux être que d'accord avec vous. Nous avons des progrès à faire dans l'omnicanalité et la coordination de nos moyens pour que ce soit toujours plus simple pour nos concitoyens. Entièrement d'accord avec vous. Alors ensuite sur le colis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les nombreux facteurs qui disruptent l'activité du colis, il y a notamment l'essor de la livraison hors domicile, parce qu'en fait la logistique du dernier kilomètre, c'est 50% des coûts de toute la chaîne logistique. Et donc quand on livre hors domicile, on divise quasiment par 10 le coût de la livraison au dernier kilomètre, et donc tout ça baisse les prix. Et dans un univers où les gens cherchent du pouvoir d'achat, évidemment, il y a un essor très important du hors-domicile qui est sans doute la seule zone de croissance un peu forte qui reste dans une activité du colis qui commence à stagner parce que le e-commerce ralentit. Donc forcément, nous, on ne peut pas être absent de ça. Et souvent, notamment en zone urbaine, c'est beaucoup plus pratique pour les personnes d'aller dans un casier à la sortie de leur travail plutôt que d'attendre chez elles puisqu'elles ne sont pas là, puisqu'elles sont au travail. Bon. Donc, on s'adapte évidemment et nous-mêmes, on accélère ce hors-domicile. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à remettre du flux en bureau en mettant des casiers proches des bureaux. Et vous voyez, une chose, et ça va me permettre de commencer à répondre, je sais pas, à dialoguer avec vous sur le sujet que vous avez cité, mais pour moi, la chance qu'on a, et là je reprends ma casquette de banquier, c'est que nous avons encore des bureaux de poste dans lesquels il y a du trafic, du flux. 800 000 personnes poussent la porte d'un bureau de poste chaque jour. Il n'y a plus de trafic dans les agences bancaires, ou de moins en moins. Et donc, nous avons un moteur de conquête. D'ailleurs, je l'ai remis en vigueur, et ça a été ma première décision. Ça a été de dire comment on remet des produits financiers dans l'espace commercial des bureaux de poste pour faire de la conquête de clients. Et en 2024, pour la première fois depuis, je crois, des dizaines d'années, si je fais nombre de nouveaux clients bancaires moins nombre de clients qui sont décédés, moins nombre de clients qui nous ont quittés à leur initiative, on est en solde net positif de clients, ça n'était jamais arrivé depuis 10 ans. C'est donc bien la preuve que le fait que la banque postale soit adossée au réseau postal est un atout énorme. Et je dirais que peut-être on a pu avoir tendance parfois à se dire
il faut qu'on réduise le nombre d'agences bancaires, etc., etc. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur les atouts de proximité et de confiance de la Poste pour faire une encore plus belle banque. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous prenez les collaborateurs de la Banque Postale et que vous leur demandez de quoi sont-ils le plus fiers, je pense que la plupart d'entre eux vont vous répondre que c'est la mission d'accessibilité bancaire qui fait leur fierté professionnelle. Être capable de trouver des solutions alors qu'on parle d'accessibilité à partir de 1,50 €, qu'on parle d'opérations en espèces illimitées, qu'on parle de personnes qui très souvent ne parlent pas français, qui sont loin du numérique. Être capable de mobiliser toutes nos ressources, toute notre intelligence pour être capable d'accompagner ces personnes et contribuer à cette bancarisation record des Français et en même temps avoir la satisfaction de voir qu'on ne les installe pas dans un état de faible bancarisation mais qu'on leur met le pied à l'étrier et que plus de la moitié d'entre eux, au bout d'un an, rentrent dans le système, je peux vous dire que d'abord, vous le sentez que c'est une fierté pour moi, mais c'est une immense fierté pour tous les collaborateurs de la Banque Postale et je suis entièrement d'accord avec vous. Le mot important dans Banque Postale, c'est le mot postal. Voilà. Et je le dis avec mon cœur. Alors, l'autre chose, c'est que vous parliez du facteur dernier contact et de cette expérience malheureuse d'un facteur qui passait trop de temps et a fini par être licencié. Je crois que, bon, il y a toujours des cas particuliers. Je pense que c'est la première fois que j'entends une histoire comme celle-là, et ça fait 4 ans et demi que je suis dans le groupe, donc Ah, vous parlez de quelque chose d'il y a longtemps, parce que... Et qu'aujourd'hui, en fait, ça fait partie des services que vous voulez rendre en fait, à la population, c'est-à-dire ce dernier contact. Mais qu'à un moment donné, justement, c'était quelque chose que vous refusiez. Ben, en fait, je pense que, d'abord, moi j'ai fait, je ne sais pas, plus de 50 visites terrain, j'ai fait des tournées facteurs, j'ai visité des plateformes logistiques, j'ai fait des tours dans les centres financiers, dans les bureaux de poste. Ce qui me frappe et ce qui me fascine, c'est l'intelligence de situation des postières et des postiers, c'est leur capacité à créer de la confiance, de la proximité humaine dans toutes les situations, même dans des situations, vous voyez, d'incivilité. Donc, qu'on utilise cette intelligence humaine des postières et des postiers comme un atout pour assurer cette présence, cette confiance et cette proximité avec les Français, je pense que c'est à la fois notre ADN, mais c'est aussi le sens de l'histoire. Parce que dans un monde qui se numérise de plus en plus, la qualité perçue par nos concitoyens, ça va être la quantité d'humains qu'on est capable de mettre en face. Ça, c'est ma conviction absolument profonde. Et c'est pour ça qu'on cherche à développer cet aller vers du facteur qui, dans sa visite, peut-être le courrier aura de moins en moins de place, mais cet échange humain, cette capacité à détecter des fragilités, à être un relais pour mettre en relation avec une maison France Service s'il y a une difficulté particulière, je crois que c'est ça notre avenir. Alors après, il faut construire le modèle, mais ça fait un beau programme pour la poursuite de la transformation de la Poste. Voilà, et puis peut-être un dernier point, donc sur les maisons France Service, oui, je crois qu'il faut qu'on continue à développer les synergies. Et est-ce que quelles leçons on a tirées de la crise du Covid? Alors je n'étais pas au groupe La Poste au moment de la Covid. On a réussi quand même à maintenir cette chose très importante qui est que chaque 5 du mois, on a versé les prestations sociales. Et puis je pense que quand je vois l'intensité du programme d'investissement pour mettre le Wi-Fi partout dans les bureaux, pouvoir faire de la visioconférence, enfin je crois qu'on a tiré les leçons en termes d'investissement nécessaire dans les infrastructures pour être capable quand même de vivre dans un système où seules quelques personnes peuvent aller au bureau et il faut trouver les solutions. Mais c'est vrai que je pense que quand la crise Covid est arrivée, on avait peut-être un peu de retard sur ces sujets qu'on est en train de rattraper. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les... Très bien. Écoutez, encore merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, aux équipes qui vous accompagnent. Merci à tous les collègues. J'ai trouvé ces échanges vraiment très intéressants. On a très vite dépassé le seul cadre de la Banque Postale, mais on a compris que c'était un tout et que la Poste, à travers ses différentes filiales aujourd'hui, de par son histoire, de par sa culture, occupe une place particulière dans la vie des territoires, mais aussi dans l'esprit de nos concitoyens et des élus. Et je pense que voilà, dans un monde nouveau où forcément il y a des choses qui évoluent, je pense qu'il faut que les uns et les autres on fasse les efforts nécessaires pour pas se départir
de ce qu'a été la Poste et de ce qu'elle représente encore aujourd'hui pour nos concitoyens. Ça ressortait très clairement à travers les interventions des uns et des autres. Je pense que ce serait vraiment dommage, quoi. Et donc, je pense que vraiment ensemble, il faut qu'on continue à avancer ce modèle de mission de service public rémunéré par l'État, pas au niveau du coût réel. C'est un sujet, on en parle chaque année. C'est un modèle original intéressant, et je pense qu'on a intérêt, à garder cet esprit aujourd'hui, encore une fois, qui est très, très fort, très sensible à la fois dans les territoires, dans l'esprit des concitoyens, chez les élus. Je pense qu'on a intérêt à le garder ensemble et à travailler ensemble pour poursuivre sur cette voie. En tous les cas, un très, très grand merci à vous. Et puis, juste avant de vous quitter, 2 infos, mais restez là, parce qu'après, je pars à Nancy, et puis les collègues ont aussi chacun d'entre nous a ses obligations. 2 petites infos pour les collègues. La première, nous organisons un déplacement de la délégation le 19 juin dans le Cantal, autour de je vous invite à venir, autour notamment de la question du travail que l'on mène sur les méthodes d'application de la carte scolaire, voilà, qui est un sujet d'actualité qui concerne tous les territoires. Donc je vous le dis, les invitations partiront bientôt, mais comme ça vous pourrez l'inscrire déjà pour ceux qui peuvent se libérer et venir dans le Cantal, ça me ferait plaisir. Et puis nous avons une invitation du ministre Rebsamen qui invite la délégation. Alors le 10 juin. Alors le 10 juin, ça tombe au moment où nous examinons la proposition de loi sur le pouvoir de dérogation des préfets. Voilà, mais qui devrait être, je pense, commencé avant la coupure pour continuer après. Si c'est le cas, on pourrait caler notre visite au ministère. On pourrait la caler à la coupure. Finalement, s'arranger pour un transport en commun pour pouvoir y aller. S'il y a une coupure à 20h ou à 19h30, on y va à la coupure et on revient pour ceux qui veulent suivre cette PPL. En tous les cas, voilà, notez cela. Et puis, merci encore de votre présence. Merci de ces échanges très riches, très intéressants. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vos équipes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs.